Voiture de légende, en collaboration avec les montres Louis Erard, l'esprit du temps. Bienvenue dans Voiture de légende, une émission un peu hivernale évidemment. Nous sommes aux boucles de Spa, au contrôle technique. On va s'intéresser évidemment aux boucles cette année, mais aussi à un autre rallye historique qui fêtait cette année son centenaire, Marc Van Dalen, c'est le rallye Monte-Carlo. Alors vous y étiez à double titre, puisque Chronos a engagé évidemment des Peugeot dans le rallye moderne, et puis vous avez vous-même pris le volant dans l'épreuve historique. Quelle est la dimension de ce fameux centenaire du Monte-Carlo ? Mais c'est important parce que le rallye de Monte-Carlo est quand même, je pense à mes yeux et à ceux de tout le monde, le rallye mythique que tout le monde connaît. Le centenaire, c'est pas rien, c'est quand même incroyable d'en arriver là. Et en fait, pouvoir y participer au moderne et à l'historique, c'était vraiment une grande chance, donc on a sauté sur l'occasion. Alors, les sensations quand on est team manager et qu'on suit son pilote en spécial minute par minute par rapport à celle ressentie derrière le volant dans le rallye historique, c'est très différent. Mais est-ce que c'est pas un peu le même genre de stress ? Oui, bon, ce qui est très différent évidemment, c'est que l'enjeu n'est pas le même. En moderne, c'est du rallye de compétition à grands enjeux, je vais dire. Tandis que nous, en historique, c'est pour s'amuser. C'est de la régularité, donc c'est bien différent aussi, puisque c'est des moyennes en dessous de 50 à l'heure. Ce qui est facile à faire sur le sec, un peu difficile sur la neige, mais l'ambiance est exceptionnelle dans les deux cas, donc c'est ça qu'on adore. Voilà, Chronos Racing est là en professionnel et en amateur. Nous, on s'intéresse évidemment à l'édition historique de ce rallye Monte-Carlo du centenaire. Cent ans, un siècle de légendes et d'histoires grandes ou petites qui ont tissé au fil des éditions le mythe du rallye Monte-Carlo. De 1911, année de création de l'épreuve par les fameux Anthony Nogues et Gabriel Vialon, qui s'inspirèrent des courses cyclistes pour ce qui ne devait être à l'origine qu'un moyen habile d'attirer les touristes fortunés de l'Europe entière vers la principauté. Un rallye touristique donc, constitué de longs parcours de concentration depuis les grandes villes d'Europe et assorti de divers indices liés au confort du véhicule, à son état de propreté ou au nombre de ses occupants. Telle était donc l'idée d'origine que l'on retrouve, les indices en moins, au programme du Monte-Carlo historique dont la 14e édition se déroulait en cette fin de mois de janvier. Et des 23 engagés de l'édition d'origine aux 328 concurrents admis au départ de l'historique en 2011, un siècle nous contemple. Effectivement, du haut des sommets des Alpes, des Pyrénées ou du Massif central. En plus des 24 nationalités qui sont représentées sur l'épreuve, la caravane sera composée de 42 marques automobiles différentes. Parmi elles, les plus emblématiques des grandes périodes du rallye, le plus célèbre et le plus prestigieux. Les modèles de 1955 à 1980 composent cette année le plateau de l'épreuve. Pour ce centenaire, 5 villes de départ ayant marqué l'histoire du rallye Monte-Carlo ont été choisies par le comité d'organisation. Marrakech, Varsovie, Glasgow et 2 autres parcours plus courts depuis Reims et Barcelone peuvent séduire les concurrents s'engageant avec des voitures d'avant 1966 ou d'une cylindrée inférieure à 1150 cm3. Marrakech-Monaco, c'est le trajet choisi par 80 concurrents au départ de la concentration la plus longue cette année. Près de 2700 km par la route, plus la traversée par la mer au départ de la Ville Rouge, au pied des monts de l'Atlas. Le podium a été installé sur la place Djema El Fna, à 2 pas de la mosquée Koutoubia. C'est une grande fête pour les amateurs de belles mécaniques, concurrents ou spectateurs qui se massent en nombre autour du départ. Éric Comas, l'ancien pilote de F1, a choisi de partir du Maroc, mais la fatigue aura raison de lui quelques heures plus tard. Une sortie de route, heureusement sans conséquence, l'élimine du rallye.
Il y a 40 ans, avec une Alpine également, Ove Anderson, vainqueur en 71, s'était élancé de Marrakech. Au contingent des 34 voitures au départ de Barcelone vient s'ajouter celui de Marrakech qui a rallié la capitale catalane pour y faire étape avant de prendre la direction de Monaco. Lors de ses victoires en 91 et 95, Carlos Sainz avait pris son départ de concentration depuis la cité espagnole qui accueille le Monte-Carlo à 14 reprises entre 1982 et 1995. Avec l'Auto Bianchi Abarth de Bruno Sabi et Denis Giraudet, ce sont donc 114 voitures qui montent sur le podium en direction du sud-est de la France. Depuis Barcelone, il y a 1000 km à parcourir pour rejoindre Monaco. Une distance plus raisonnable attribuée en priorité aux voitures les plus anciennes et les moins puissantes de ce plateau 2011. Et c'est encore une fois une foule compacte qui est venue acclamer les concurrents et leurs belles machines. Comme Barcelone, Reims offre un parcours de concentration plus compact, avec également environ 1000 km de route depuis la Cité des Sacres, également capitale mondiale du champagne. Encore une fois, le podium est un succès populaire où se pressent des centaines de spectateurs. Reims était un des points de départ traditionnels du rallye jusqu'en 1996. C'est également une étape importante du rallye historique depuis sa création, d'autant plus que cette année, les voitures parties de Glasgow ont rejoint les 66 équipages prévus au départ de la capitale de la Marne, ce qui forme un contingent de 115 voitures. Reims était un des points de départ traditionnels du rallye jusqu'en 1996. C'est également une étape importante du rallye historique depuis sa création, d'autant plus que cette année, les voitures parties de Glasgow ont rejoint les 66 équipages prévus au départ de la capitale de la Marne, ce qui forme un contingent de 115 voitures. Et imaginez le contraste pour ceux qui sont partis au soleil, de rencontrer déjà la neige sur les hauteurs de l'arrière-pays niçois quelques heures plus tard. Un radical changement de météo qui aura ses conséquences sur la suite du rallye. Mais pour l'instant, dans la lueur des phares, de gros flocons transforment le paysage et les routes au fil des passages. Décidément, le Monte-Carlo garde toujours quelques surprises en réserve. Un antidote contre la morosité.
Et c'est vrai que le lendemain matin, en abordant la première zone de la journée, la deuxième du rallye, tous s'élancent avec le sourire et il y aura de la neige sur le parcours. Et ces premiers kilomètres du côté de Tourette-du-Château et Saint-Antonin annoncent des heures plutôt difficiles avec des pneumatiques pas toujours adaptés. Il faut en plus compter sur les aléas de la route matérialisés notamment par des chasse-neige en plein travail dans les zones de régularité. Il fait froid mais le soleil est resplendissant au matin de ce deuxième jour d'épreuve. Pour ouvrir la journée, les équipages s'attaquent à un autre monument, la spéciale qui part du Moulinon pour arriver à Entraigues. Celle-là même qui a chamboulé les classements quand la neige, la burle et leur fille naturelle, les congères, s'invitaient à la fête. Mais aujourd'hui, aucune crainte du côté du ciel. Peut-être un signe que les dieux du rallye se sont penchés à nouveau sur le baquet de ce jeune centenaire pour nimber de ciel bleu un des lieux mythiques de la course. Oh, il ne s'agit que de donner aux concurrents un morceau de tarte aux pommes et un verre d'eau. Pas une grande affaire, c'est vrai. Mais ce petit geste de partage, de respect et de soutien symbolise à lui seul l'esprit du rallye. Zone de régularité signifie sur un kilométrage déterminé l'observation scrupuleuse de la moyenne imposée, quasiment mètre par mètre. Un exercice délicat sur les routes de montagne, même si elles restent sèches, où la rigueur du copilote et le talent du pilote sont tout aussi importants que dans les rallyes de vitesse, même si elles sont mises à contribution dans un but presque opposé. Parole du tenant du titre, plutôt malchanceux jusqu'alors. C'est la difficulté de course que et avoir de la chance d'être dans le bon paquet au bon moment. Hier matin, j'étais pas dans le bon paquet, donc là j'ai perdu. Espérons que ça se reproduise, mais que ce soit en ma faveur et un petit peu en la défaveur des autres. Il en faut peu et beaucoup à la fois aux vrais passionnés, car il est exigeant, il ne faut pas tricher. Le Monte-Carlo fait partie de ces épreuves qui plongent leurs racines dans l'authenticité, dans une simplicité qui fait toute sa sophistication. Le flambeau allumé par Anthony Nogues et Gabriel Vialon, il y a 100 ans, brûle toujours en passant de main en main. Génération après génération, la tradition est respectée, mais ajustée au goût du jour. Une remise en question permanente qui est la clé de son succès. Car il ne suffit pas d'être le dépositaire, le gardien des clés d'un mythe, encore faut-il savoir en préserver l'esprit, en garder jalousement la substance. C'est ainsi que l'on ouvre un deuxième siècle d'existence. Le centenaire a encore de beaux jours devant lui. Alors des routes de Monte-Carlo à celle des boucles de Spa en passant par le rallye Neige et Glace sur lequel nous allons nous rendre, eh bien toutes ces épreuves évidemment nécessitent des instruments bien particuliers pour ces rallyes de régularité. Il faut bien calculer son coût. Alors expliquez-nous un peu comment fonctionne ce fameux Tripi et qu'est-ce que vous préparez de spécifique pour ces légendes boucles de Spa? Tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que Tripi c'est un GPS, donc un système de navigation basé sur la technologie GPS, qui est un produit d'abord grand public, qui s'adresse à des amateurs de randonnée et de balades, de loisirs motorisés. Donc c'est pas un GPS pour aller travailler, c'est pas un GPS pour aller livrer des pizzas à Bruxelles, c'est vraiment pour faire des belles balades, qu'on soit motard, quadeur, amateur de véhicules anciens, 4x4, tout ce qui est randonnée plaisir. C'est vraiment une machine à balade pour se balader quand le temps est compté. Et il a une philosophie, cet appareil a une philosophie tout à fait particulière par rapport aux autres GPS du marché, c'est que pour lui l'important ce n'est pas le bout de la route, ce n'est pas la destination, mais c'est bien l'itinéraire. Donc c'est un dérouleur de fil sur un itinéraire qui a été choisi. Évidemment, si ça plaît aux amateurs de randonnée, c'est également utilisable et efficace sur des rallyes comme ceci où l'itinéraire n'est pas inventé. C'est pas parce qu'on prend à droite que la machine, le GPS, doit calculer un autre itinéraire. Donc pour ces gens professionnels de l'organisation comme le Dakar, comme le Monte-Carlo historique, comme le Neige et Glace, comme les boucles de Spa, l'itinéraire est aussi vital. Et cette machine non seulement contrôle que le véhicule passe aux endroits prévus par l'organisateur, mais également tout le long du trajet, tout le long de l'itinéraire, il y a des points qui sont des points de chronométrage, où on prend le temps de passage au point. Ensuite, il est très facile, quand on a tous ces
temps de passage au point, de calculer le classement des véhicules dans une épreuve de régularité où il faut être super efficace. Donc plutôt que d'avoir des contrôles manuels avec des gens cachés derrière les sapins, on a cette horrible machine, pour certains diront, qui joue le Big Boss ou Big Brother et surveille les points de passage et prend les temps de passage des véhicules au point important. Contrôle horaire, contrôle de passage, chronométrage, tout ça dans cette vitesse, tout ça dans cette petite, boîte qui est un produit formidable petite boîte jaune. Conçu et fabriqué en Belgique. Voilà, made in Belgium. Voilà. Alors les Belges, on sait que les courses historiques c'est un peu leur spécialité. On va tout de suite vérifier cela sur les routes du Neige et Glace dans les Vosges où souvent les Belges font très fort. Vous allez voir. Entamé le samedi soir à Malbuisson, les vérifications techniques et administratives du 57e rallye Neige et Glace se sont poursuivies tout au long de la journée de dimanche à Pontarlier. Plus de 100 équipages venus de France, mais également des 4 coins d'Europe, pour disputer 3 jours durant ce rendez-vous hors norme s'érigeant peu à peu comme une des épreuves hivernales la plus sportive du calendrier européen. C'est un très beau plateau qui est réuni pour cette 57e édition, sous les meilleurs auspices, très belles autos, équipage de haut niveau, donc l'assurance d'une belle bagarre en tête pour le classement de cette épreuve. La course en tête va être encore plus serrée parce que d'habitude sur la neige ou quoi, il y a des gros écarts qui se creusent en fonction des fautes des uns ou des autres, et là ces fautes a priori ne seront pas là, et donc tous les bons vont d'un mouchoir. Je pense qu'on va avoir une course en tête très disputée. Comme l'an dernier, une fois les formalités accomplies, tous les équipages se retrouvaient en soirée pour un prologue nocturne dans la région de Métabief, afin de déterminer, le plus équitablement possible, les ordres de départ de la première étape. Disputée sur une boucle nord déclinée en 6 tests de régularité, la première étape de ce rallye Neige et Glace 2011 conviait la bonne centaine d'équipages présents à serpenter le long du Doubs sur les chemins détournés des contrebandiers qui foisonnaient jadis dans cette région frontalière avec la Suisse.
Et si de trafic il fut bien question lors de cette étape initiale, ce fut essentiellement du fait du passage de l'importante caravane de l'incontournable rendez-vous hivernal en matière de rallye de régularité. Au classement général de ce début de rallye, les Belges étaient en force, puisqu'ils occupaient tous le top 10. La bagarre faisait rage en tête du classement. L'équipage de Flandre-Gully était remplacé par un autre tandem belge, Daniel Reuter et Robert Van de Vorst. Cap plein sud pour le compte de la deuxième étape de ce 57e RNG. Plus de 300 km dans les décors de rêve du Pic de l'Aigle, vers Châtel-de-Joux, Étival et le massif du col de la Croix-Serrat, avant la pause déjeuner à Marchon-Yonax. La remontée vers le Doubs et Malbuisson s'effectuait en serpentant sur 1000 et en virage au travers du massif d'Apremont sous un soleil radieux. Au terme des 2 premières journées, le classement sportif reste particulièrement indécis puisque les 2 premiers du classement général provisoire se tiennent en seulement 6 points. De quoi entretenir le suspense de la veille à la 3e et dernière étape de cette édition 2011 déjà mémorable. Et c'est parti pour une 17e position de ces grandes chances qui les attend pour leur... Sillonnant entre les nombreux lacs de la région, cette 3e et dernière étape a tenu toutes ses promesses. De Malbuisson à Rochejean, en passant par Champagnole pour le déjeuner, il restait aux équipes encore 7 tests de leur régularité à parcourir en terminant par le Grand Prix de Rochejean avant de rejoindre le parc fermé à Malbuisson pour la remise des prix et la soirée de gala. Avec seulement 6 points d'écart entre les 2 premiers équipages ce matin, la tension tout au long de cette dernière journée allait être permanente. Finalement, c'est l'équipage Éric de Flandre et Eddy Gully sur Alfa Romeo Coupé Bertone qui signe sa 2e victoire consécutive en l'espace de 2 ans devant le duo Reuter-Van de Vorst sur Porsche 914-6. L'équipage Dames-Lienne est la 2e Alfa Romeo, complétant ce podium 2011 entièrement belge. Une victoire, c'est toujours une grande satisfaction. Elle aurait été encore plus grande si ça avait été sur neige et glace. Ce sera sur tarmac et gravier et de temps en temps un peu de glace, surtout le soir dans le verre.
Mais voilà, bon, c'est toujours un plaisir. L'organisation est toujours très très accueillante ici et on espère revenir encore l'année prochaine avec d'autres conditions météo. Sans neige, naturellement, c'est un rallye qui est serré et donc il faut rester encore beaucoup plus concentré sur un moyenne. Sinon, c'est plus du pilotage lorsqu'il y a de la neige, mais bon, ici, c'est le copilote qui a eu beaucoup plus de travail ici. La 911, c'est tout un mythe sur les routes du Monte-Carlo, comme celle des boucles de Spa. Jean-Pierre Mondron, vous êtes un habitué évidemment de ces deux épreuves. Alors le Monte-Carlo historique, on vient de le voir, les Belges se sont pas mal défendus et puis en fin de rallye, vous auriez pu faire un poil mieux, quoi. Mais oui, c'est certainement des mauvais calculs parce que là, il n'y avait pas de grosses difficultés. On a eu quand même 2 étapes sur la neige, heureusement, mais c'est vrai qu'on aurait pu faire effectivement mieux, oui. Bon, un beau Monte-Carlo, les boucles de Spa. Vous avez une division vintage chez Chronos qui se spécialise précisément dans ces véhicules historiques de compétition avec un programme chargé, je crois, cette année. Oui, mais absolument. Il y a un engouement extraordinaire pour toutes ces voitures et on s'en est rendu compte suffisamment tôt. J'ai eu l'occasion de participer à l'East African Safari en 2009. Je remets le couvert en 2011 puisque c'est tous les 2 ans et j'emmène avec moi 3 à 4 clients qui nous font confiance pour construire des voitures, pour participer à ce fantastique rallye aussi. Voilà pour cette émission Voiture de légende. Rendez-vous le mois prochain avec une spéciale consacrée et intégralement consacrée à ces légendes boucles de Spa. Voiture de légende, en collaboration avec les montres Louis Erard, l'Esprit du Temps.